Hélène Chevalier entra dans le centre commercial Westfield les 4 temps pour faire des achats. Pour le personnel, elle ressemblait à une autre femme maghrébine avec un sac à main lourd. Une cible facile à accuser. Les agents de sécurité Moreau et Durand resserrèrent leur cercle. Leur pas lourd d'autorité, impatient de la coincer. Puis arriva le lieutenant Luc Dubois. Bruyant, suffisant, l'exécuteur de la peur déguisé en loi. Mais ce qu'aucun d'eux ne voyait, c'était le feu derrière ses yeux calmes. 20 ans de service, une plaque de commandant gagnée avec courage et détermination. Ils pensaient qu'elle se soumettrait sans un mot. Ils avaient tort, et en un instant, l'arrogance allait rencontrer son châtiment. Le soleil du samedi après-midi filtrait à travers les verrières des 4 temps. Projetant des taches chaudes sur les sols polis, le commandant Hélène Chevalier marchait d'un pas décidé, son sac à main en cuir se balançant doucement à son côté. Après une longue semaine de paperasse et de réunions de personnel, la simple tâche d'acheter le cadeau d'anniversaire de sa nièce lui semblait être une bouffée d'air frais. Quelque chose de spécial pour Inès, murmura-t-elle, scrutant les vitrines. Le centre commercial bourdonnait de clients du week-end, de familles avec des poussettes et d'adolescents traînant près de la fontaine. Hélène se permit de se détendre, mettant de côté les pensées du travail. Ce sentiment de paix dura exactement 8 minutes. Elle les remarqua dans le reflet d'une vitrine. 2 agents de sécurité maintenant ce qu'ils pensaient probablement être une distance subtile. Le plus grand, dont le badge indiquait Moreau, parlait dans sa radio tout en la fixant directement. Le plus petit, Durand, jetait des regards entre elle et son partenaire. L'air mal à l'aise, la mâchoire d'Hélène se contracta. 20 ans dans la police. Et elle pouvait repérer une surveillance à 1 kilomètre. Elle avait déjà été suivie dans des magasins. Ce n'était pas nouveau, mais ça ne rendait pas la douleur moins vive. Reçu. La voix de Moreau traversa le couloir. Femme d'origine nord-africaine, sac en cuir marron, pull bleu, je la garde à l'œil. Les doigts d'Hélène se crispèrent. L'envie de se retourner et de les affronter lui traversa le corps. Elle pourrait brandir sa plaque, voir leur visage se décomposer, les faire se tortiller, mais non, elle n'était pas en service. Elle faisait des achats pour sa nièce. Elle ne les laisserait pas gâcher ce moment. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans la boutique, éclat de cristal. Une bijouterie et accessoiriste haut de gamme. La douce odeur de parfum à la vanille remplissait l'air. Et un jazz doux jouait en fond sonore. Derrière le comptoir, une femme blanche d'âge moyen dans un blazer impeccable. Nathalie, selon son badge, se raidit visiblement. « Je peux vous aider ?» Le ton de Nathalie était sec, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Je ne fais que regarder. » « Merci. » Hélène garda sa voix calme et agréable. Bien que son cœur battait la chamade, elle se dirigea vers un présentoir de bracelets à breloques délicats. Exactement le genre de choses qu'Inès laissait entendre vouloir depuis des mois. À travers la vitre, Hélène pouvait voir Nathalie suivre ses mouvements dans le miroir derrière le comptoir. Devant l'entrée du magasin, Moreau et Durand rôdaient, faisant piètrement semblant d'étudier un plan du centre. « Toutes ces vitrines sont fermées à clé », annonça bruyamment Nathalie, apparaissant au coude d'Hélène. « Les articles ne peuvent être retirés que par le personnel. » « Je comprends, » répondit Hélène, se concentrant toujours sur les bracelets. « Quand je serai prête à voir quelque chose, je vous le ferai savoir. » Nathalie ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, elle se rapprocha, ses yeux allant et venant entre Hélène et son sac à main. Le sac en cuir, pour lequel Hélène avait économisé pendant 3 mois, lui parut soudain brûlant contre son flanc. « En fait, » dit Hélène en se redressant, « j'aimerais voir ce bracelet en argent avec la breloque papillon. » Nathalie hésita, puis attrapa lentement ses clés. En ouvrant la vitrine, Hélène remarqua que ses mains tremblaient légèrement. L'anxiété de la gérante était palpable, comme si elle s'attendait à ce qu'Hélène attrape tout le plateau et s'enfuit. Le bracelet était magnifique, ses maillons délicats captant la lumière. De minuscules cristaux scintillaient le long des ailes du papillon. Hélène sourit, imaginant le visage d'Inès s'illuminer en l'ouvrant. « Je le prends, » commença-t-elle. « Excusez-moi, » la coupa sèchement Nathalie. « Je dois voir ce qu'il y a dans votre sac. » La boutique devint silencieuse, même le jazz sembla s'évanouir. Hélène sentit la chaleur monter à son cou alors que d'autres clients se tournaient pour la regarder. « Pardon ?» Elle garda sa voix basse. « Contrôlez, il manque un bijou dans cette vitrine. » La voix de Nathalie devint plus forte. Plus assurée, alors que Moreau et Durand entraient dans le magasin. « Je vous ai vu glisser quelque chose dans votre sac à main. » Les mains d'Hélène se mirent à trembler. Non pas de peur, mais de fureur. « C'est absolument faux. Je n'ai rien touché d'autre que le bracelet que vous venez de me montrer. » « Madame, s'il vous plaît, coopérez. » Moreau s'avança, la main posée sur sa radio. « Videz votre sac sur le comptoir. » Hélène se redressa de toute sa hauteur, sentant le manteau familier de l'autorité s'installer sur ses épaules. « Je ne le ferai pas. Je n'ai rien volé, et vous n'avez aucun droit de fouiller mes biens personnels sans motif raisonnable. » Durand s'agita nerveusement derrière son partenaire. Le visage de Nathalie était devenu rouge. Mais elle insista. « Soit vous nous montrez ce qu'il y a dans le sac, soit nous appelons la police. » « C'est du harcèlement, » déclara fermement Hélène. « Vous me suivez depuis que je suis entrée dans ce centre. Vous me ciblez parce que je suis d'origine maghrébine et je ne me soumettrai pas à cette humiliation. »
Moreau se rapprocha, essayant d'utiliser sa corpulence pour l'intimider. Dernière chance, ouvrez le sac ou les choses vont se compliquer. Hélène tint bon, le cœur battant, mais la voix stable. Je n'ouvrirai rien, vous n'avez aucun droit, aucun motif raisonnable et aucune preuve. Reculez. Ça suffit. Moreau attrapa sa radio. Code 10 à éclat de cristal. Sujet refuse d'obtempérer. Demande de renfort de police. D'autres clients s'étaient rassemblés à l'entrée. Les téléphones levés. Nathalie se tordait les mains. L'air moins certaine maintenant que les choses s'envenimaient. Durand continuait de jeter des regards vers les sorties comme s'il envisageait de s'échapper. Mais Hélène ne bougea pas. Elle avait affronté des suspects armés et des officiers corrompus. Elle ne se laisserait pas intimider par la sécurité d'un centre commercial et une gérante de magasin pleine de préjugés. Son sac à main resta fermement à son côté, ses yeux fixés sur ceux de Moreau. « Vous faites une très grosse erreur », dit-elle calmement. La tension crépitait entre eux alors qu'ils attendaient l'arrivée des renforts. Aucune des parties n'étant prête à céder. La tension dans la boutique s'épaissit tandis qu'Hélène gardait son calme, même si sa colère menaçait de déborder. Avant de continuer avec ses accusations sans fondement, dit-elle d'un ton égal à Nathalie. Pourquoi ne pas visionner vos caméras de sécurité? Elles montreront que je n'ai rien pris. La confiance de Nathalie vacilla un instant. Les caméras? Elles sont juste là. Hélène désigna le dôme noir évident dans le coin du plafond. Et là, alors, regardons les images ensemble. Moreau n'attendit pas la réponse de Nathalie. Il attrapa le bras droit d'Hélène, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. Durand, l'air de plus en plus mal à l'aise, prit son bras gauche avec une prise plus douce. On vous a prévenu, gronda Moreau. Maintenant, vous interférez avec les opérations de sécurité. L'entraînement policier d'Hélène prit le dessus. Elle aurait pu briser leur prise en quelques secondes. Mais cela n'aurait fait qu'envenimer les choses. Au lieu de cela, elle garda sa voix stable et assez forte pour que la foule qui se rassemblait puisse l'entendre. Je demande calmement à voir les images de sécurité qui prouveraient mon innocence. Ce n'est pas de l'interférence. C'est une solution raisonnable. L'entrée de la boutique s'assombrit soudainement alors qu'une silhouette aux larges épaules se frayait un chemin à travers les badauds. Le lieutenant Luc Dubois entra d'un pas arrogant. Son insigne brillant, son visage tordu par ce qui semblait être de l'anticipation plutôt que de l'inquiétude. Hélène connaissait Dubois de réputation. Les plaintes à son sujet traversaient régulièrement son bureau. Arrestations agressives, usage excessif de la force, ciblant particulièrement les personnes issues de l'immigration. Il avait réussi à éviter des conséquences sérieuses. Protégé par des relations au sein du service. Qu'est-ce qu'on a là? Claironna Dubois, faisant mine d'inspecter la scène. Sa main reposait nonchalamment sur son arme. Une tactique d'intimidation délibérée. Nathalie se précipita pour expliquer. Elle ne veut pas nous laisser vérifier son sac pour un vol. Encore une qui cause des problèmes. Dubois la coupa, concentrant son regard hostile sur Hélène. Toujours la même histoire, n'est-ce pas? Lieutenant, commença Hélène, en maintenant son ton professionnel. C'est un malentendu qui pourrait être facilement résolu par. Sans prévenir, Dubois attrapa son épaule et la projeta contre la paroi de verre de la boutique. L'impact fit trembler les vitrines à l'intérieur. Et plusieurs clients eurent un hoquet de surprise. Le verre était froid contre sa joue alors que Dubois la pressait plus fort contre lui. Ne me dites pas comment faire mon travail, gronda-t-il près de son oreille, les mains derrière le dos. Maintenant. C'est un usage excessif de la force, déclara Hélène à voix haute, gardant toujours sa voix contrôlée malgré la rage et l'humiliation qui brûlaient dans sa poitrine. J'ai des droits, et vous êtes en train de les violer. Des droits. Dubois éclata de rire, tirant brutalement ses bras en arrière. Vous avez le droit de la fermer pendant que j'ajoute la rébellion à vos charges. Les menottes se refermèrent, inutilement serrées. Autour d'eux, la foule s'était agrandie. Les téléphones étaient sortis partout. Enregistrant la scène, certaines personnes chuchotaient avec dégoût. D'autres criaient que ce n'était pas juste. Mais personne n'intervint. Dubois la fit pivoter et commença à la faire marcher vers le couloir du centre commercial. Chaque pas était une étude de fureur contenue pour Hélène. Elle avait passé sa carrière à lutter contre ce genre d'abus de pouvoir. Et maintenant, elle le vivait en personne. Le couloir principal du centre commercial s'était immobilisé. Les clients se pressaient contre les vitrines. Les téléphones levés pour capturer le spectacle d'une femme bien habillée se faisant escorter menottée. Hélène garda la tête haute, même si ses épaules hurlaient à cause de l'angle inconfortable de ses bras. Vous faites toute une scène pour rien, annonça Dubois à voix haute. Jouant pour son public, vous auriez dû coopérer. Ils atteignirent la sortie latérale du centre où attendait la voiture de patrouille de Dubois. Le soleil de l'après-midi était dur après la lumière filtrée du centre. Et Hélène dut cligner des yeux plusieurs fois pour s'adapter. Avant que ça n'aille plus loin, dit-elle clairement, se tournant pour faire face à la foule de curieux grandissante. Je pense que vous devriez savoir quelque chose. Lieutenant Dubois. Gardez ça pour la garde à vue, lança-t-il, attrapant la portière de la voiture. Je suis le commandant Hélène Chevalier, du commissariat du 17e arrondissement. Sa voix porta à travers le parking. Ma plaque est dans ma poche avant. Ce que vous auriez su si vous aviez pris la peine de me demander mes papiers avant de m'agresser. Les murmures de la foule s'intensifièrent.
Plusieurs personnes se rapprochèrent, les téléphones toujours en train d'enregistrer. Le visage de Dubois vacilla d'incertitude avant de se durcir en un rictus. Bien sûr que vous l'êtes, ricana-t-il, mais il y avait une nouvelle pointe de nervosité dans sa voix. Et moi, je suis le préfet de police. Vérifiez ma poche, insista Hélène, côté gauche. Dubois hésita, puis palpa brutalement sa poche. Sa main se figea en rencontrant la forme familière d'une plaque de police. Lentement, il la retira, l'insigne doré captant la lumière du soleil. C'est une fausse, déclara-t-il, mais sa voix avait perdu son autorité. Une autre charge, usurpation de fonction. La réaction de la foule fut immédiate. C'est un commandant, cria quelqu'un. Il a arrêté un commandant de police qui faisait du shopping, ajouta une autre voix. Les téléphones continuaient d'enregistrer, documentant chaque seconde du malaise de plus en plus évident de Dubois. Je vous suggère de retirer ces menottes, dit Hélène calmement, avant de vous enfoncer davantage. Lieutenant. Cette plaque pourrait être fausse, insista Dubois, mais ses mains tremblaient légèrement. Je vous emmène pour vérification et j'ajoute des charges. Pourquoi ? Le défia Hélène, gardant sa voix stable malgré sa colère montante. Shopping en étant maghrébine ? C'est toujours votre procédure standard. Lieutenant Dubois ? Plus de téléphones apparurent dans la foule. Quelqu'un était en direct. Le visage de Dubois avait pris une teinte rouge hideuse alors qu'il réalisait à quel point il avait mal calculé. Mais au lieu de reculer, il attrapa à nouveau le bras d'Hélène, essayant de la forcer à entrer dans la voiture de patrouille. Vous ne faites qu'aggraver votre cas, gronda-t-il. Fausse plaque, rébellion, outrage à agent. Le volume de la foule augmenta, leur indignation palpable. Hélène tint bon, même menottée, sa voix portant clairement par-dessus le chaos grandissant. Chaque seconde de ceci est enregistrée. Lieutenant, chaque abus de pouvoir, chaque violation de protocole. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? La colère de la foule enfla comme une vague, leur voix s'élevant en une protestation unifiée. Laissez-la partir, cria quelqu'un du fond. D'autres reprirent l'appel, et bientôt des dizaines de personnes scandaient, leurs téléphones tenus haut comme des torches dans la lumière déclinante de l'après-midi. Dubois s'agita, mal à l'aise, tenant toujours le bras d'Hélène, mais visiblement incertain de la marche à suivre. Ses tactiques habituelles d'intimidation se retournaient contre lui de façon spectaculaire alors que de plus en plus de visiteurs du centre s'arrêtaient pour rejoindre l'assemblée grandissante. Ça devient viral, annonça une adolescente à voix haute, les yeux sur son téléphone. Déjà 1000 partages sur TikTok. Vous voyez ça ? Ils ont arrêté un commandant de police noir qui faisait du shopping. Hélène resta parfaitement immobile, sa posture droite malgré la morsure des menottes. Elle avait fait face à d'innombrables confrontations en 20 ans de service. Mais être de ce côté des menottes apportait une nouvelle perspective, une qui brûlait profondément dans sa poitrine. Un superviseur de la sécurité du centre arriva en courant, le visage rouge de panique. Derrière lui, une femme en tailleur impeccable serrait son téléphone. Parlant rapidement dedans, le superviseur examina la scène. La foule en colère, le commandant de police menotté, le lieutenant Dubois de plus en plus agité, et son visage devint blême. L'IGPN est en route, annonça la femme en tailleur, s'identifiant comme Patricia Wells, la directrice des relations publiques du centre. Lieutenant, peut-être devrions-nous gérer cette situation à l'intérieur. Il n'y a rien à gérer à l'intérieur, déclara fermement Hélène. Ces menottes doivent être retirées maintenant. Plus de téléphones apparurent dans la foule. Les diffusions en direct se multiplièrent. Les commentaires et les partages explosèrent sur les plateformes de médias sociaux. L'histoire se propageait plus vite que quiconque ne pouvait la contrôler. Regardez ces chiffres, cria quelqu'un. 20 000 vues déjà. Patricia Wells s'approcha, son sourire professionnel tendu. Lieutenant Dubois, étant donné les circonstances, peut-être devrions-nous. Je ne reçois pas d'ordre de la direction du centre, lança Dubois, mais sa bravade se fissurait. La sueur perlait sur son front malgré l'air frais. Une voiture de police arriva sur le parking. Ses gyrophares clignotant, mais sans sirène. Le brigadier Robert Watkins en sortit, son visage buriné soigneusement neutre alors qu'il évaluait la situation. Il avait travaillé avec Hélène pendant des années, connaissait sa réputation d'intégrité. Lieutenant Dubois, appela Watkins, son ton faussement décontracté. Vous voulez me dire pourquoi vous avez menotté un commandant de police ? La prise de Dubois sur le bras d'Hélène se desserra enfin. Brigadier, je répondais à un appel pour vol. Cette femme prétendait être commandant. Mais, c'est le commandant Chevalier, l'interrompit Watkins, le supérieur de votre supérieur. La plaque que vous tenez, elle est authentique, je vous suggère de vérifier ce fait rapidement. La foule s'était tue, regardant le drame se dérouler. Le visage de Dubois passa par une série d'émotions. Colère, peur, calcul, finalement, avec des mains tremblantes. Il sortit ses clés et retira les menottes. Hélène se frotta les poignets, notant les marques rouges où le métal s'était enfoncé dans sa peau. Elle aurait des bleus de main, la preuve d'une autre rencontre de routine qui avait mal tourné. Patricia Wells s'avança, parlant assez fort pour que les téléphones de la foule captent chaque mot. Commandant Chevalier, au nom du centre commercial Westfield, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses pour cet incident regrettable.
Nous sommes fiers d'être un espace accueillant pour tous nos clients. Et nous avons clairement échoué aujourd'hui. Incident regrettable, répéta Hélène, sa voix acérée. C'est comme ça qu'on appelle le profilage racial et les violences policières maintenant ? La directrice des relations publiques tressaillit. D'autres téléphones enregistrèrent son malaise. Nous mènerons une enquête complète, poursuivit Wells, son vernis professionnel se craquelant légèrement. Nos protocoles de sécurité seront entièrement revus. Gardez ça pour vous, la coupa Hélène. Vos caméras de sécurité ont tout filmé. Je vous suggère de préserver ces enregistrements. La foule murmura son approbation. Plusieurs personnes crièrent leur soutien, proposant d'envoyer leurs vidéos comme preuve, tandis que l'équipe de relations publiques du centre tentait de gérer la crise grandissante. Le brigadier Watkins s'approcha d'Hélène, parlant à voix basse. Vous devriez savoir, Dubois était sur sa radio avant que j'arrive. Laissez-moi deviner, répondit Hélène calmement. Il écrivait sa version des faits. Watkins hocha sombrement la tête. Il prétend déjà que vous avez résisté et que vous l'avez frappé pendant l'arrestation. Vous savez comment fonctionnent ces rapports. La première version sur papier devient la version officielle. Hélène sentit une nouvelle vague de colère, mais garda son expression neutre. Elle avait déjà vu ce schéma. De faux rapports utilisés pour justifier un usage excessif de la force. Surtout contre les citoyens qui osaient défendre leurs droits. Il ne sait pas à qui il a affaire, dit-elle à Watkins. La foule commença enfin à se disperser alors que la direction du centre s'efforçait de rétablir le cours normal des opérations. Hélène rassembla ses affaires, y compris sa plaque que Dubois avait laissée tomber par terre, avant de quitter rapidement les lieux. Le trajet jusqu'à chez elle semblait surréaliste. Les rues familières de son quartier semblaient les mêmes. Mais tout avait changé. Ses mains étaient stables sur le volant. Mais son esprit parcourait les implications de ce qui s'était passé. En entrant dans sa maison, Hélène se dirigea directement vers son bureau. Elle devait tout documenter pendant que c'était encore frais dans sa mémoire. L'ordinateur portable s'alluma avec un léger bourdonnement. Sa notification d'email retentit. Nouveau message du service. Objet. Rapport d'incident 2 tomes 123 487. Hélène ouvrit la pièce jointe. Sa mâchoire se crispant à la lecture. Selon le rapport de Dubois, elle avait été combative et agressive dès le début. Il affirmait qu'elle avait frappé les agents et résisté au protocole de sécurité légitime. Le rapport dépeignait l'image d'une femme en colère et hors de contrôle. Le stéréotype exact contre lequel elle s'était battue toute sa carrière. Elle se renversa dans son fauteuil. Les accusations brûlant sur son écran. L'email avait été copié à l'IGPN, au bureau du préfet et au syndicat de police. Dubois avait agi vite, essayant de contrôler le récit. L'horloge de la cuisine indiquait 19h30 quand maître Amira Ben Saïd arriva. Portant une bouteille de vin et arborant l'expression inquiète qu'Hélène avait appris à connaître au cours de leurs 15 ans d'amitié. En tant qu'avocate de la défense, Amira avait vu assez d'affaires pour reconnaître quand les ennuis se préparaient. « J'ai commandé chinois », dit Hélène, désignant les boîtes à emporter sur la table de la salle à manger. Je me suis dit qu'on aurait besoin de carburant pour cette conversation. Amira posa son sac et sortit un dossier en carton. J'ai examiné le rapport que tu m'as envoyé. C'est pire que ce que je pensais. Hélène. Elles s'installèrent à table, le confort familier de leur routine de dîner habituelle maintenant assombri par les événements de la journée. Hélène servit la nourriture pendant qu'Amira versait le vin. Les deux femmes tombèrent dans un rythme rodé qui témoignait d'années d'amitié et de batailles partagées. Dis-moi franchement, dit Hélène, poussant son poulet aigre-doux dans l'assiette. C'est grave à quel point ? Amira prit une lente gorgée de vin avant de répondre. Le rapport est parfaitement rédigé pour déclencher une enquête de l'IGPN. Dubois sait exactement ce qu'il fait. Il prétend que tu l'as frappé pendant l'arrestation. C'est un outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il t'a dépeinte comme hostile, agressive, non coopérative, et il a ses agents de sécurité du centre qui soutiennent sa version. Mais il y a des vidéos, protesta Hélène. Des dizaines de témoins ont vu ce qui s'est réellement passé. Les vidéos peuvent aider, mais tu sais comment le service fonctionne. Ils diront que les images sont incomplètes, qu'elles ne montrent pas toute l'histoire. Ils se concentreront sur ton attitude, prétendront que tu as envenimé la situation. La fourchette d'Amira cliqueta contre son assiette alors qu'elle la posait. Et soyons honnêtes, nous savons toutes les deux comment le système traite les officiers issus de l'immigration qui font des vagues. Hélène repoussa son assiette, son appétit disparut. Alors, quelles sont mes options ? Légalement, on peut se battre, les vidéos aident, et ton dossier est impeccable. Mais, Amira hésita, choisissant ses mots avec soin. Si le service décide de pousser cette version, tu pourrais être suspendu en attendant l'enquête. Il pourrait même essayer de te forcer à une retraite anticipée pour une fausse accusation de vol à l'étalage. La voix d'Hélène s'éleva, incrédule. Non, répondit doucement Amira, pour avoir défié le statu quo, pour leur avoir donné une mauvaise image, pour avoir été une femme qui n'a pas simplement accepté l'humiliation en silence. La vérité de ces mots pesait lourdement dans l'air. Hélène se leva, se dirigeant vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, sa rue pavillonnaire tranquille semblait paisible. Normal, mais plus rien ne semblait normal. Je pourrais rendre ça public.
dit Hélène, se retournant pour faire face à son amie. L'histoire est déjà sortie. Je pourrais donner des interviews. Raconter ma version. L'expression d'Amira devint plus inquiète. C'est risqué. Tu te souviens du commandant Williams du 12e? Il a dénoncé publiquement le profilage racial dans son service il y a 3 ans. Aux dernières nouvelles, il travaille comme agent de sécurité dans un entrepôt à Orléans. Le système a des moyens de faire des exemples de ceux qui parlent. Alors, je suis censé accepter ça? Les mains d'Hélène se serrèrent en poing. Les laisser écrire leurs mensonges. Détruire ma réputation. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Non, dit fermement Amira. On se bat intelligemment. On rassemble des preuves. On monte un dossier. Elle hésita de nouveau. Puis ajouta. Et Hélène, je ne pense pas que ça ne concerne que toi. Que veux-tu dire? Amira ouvrit le dossier qu'elle avait apporté, étalant plusieurs documents sur la table. L'année dernière, j'ai défendu 6 clients, tous issus de l'immigration, tous arrêtés dans ce centre commercial ou à proximité, tous accusés de rébellion ou de violence sur agent, tous après avoir déposé des plaintes pour harcèlement. Hélène se pencha sur les papiers, son entraînement de police prenant le dessus alors qu'elle scannait les détails. Les mêmes officiers impliqués, Dubois apparaît dans la plupart d'entre eux. Et regarde le schéma, les accusations arrivent toujours après les plaintes. C'est comme s'il utilisait la menace de poursuite pour faire taire les gens. Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les implications étaient stupéfiantes. De combien de cas parle-t-on? Ce ne sont que ceux qui sont venus à moi. Combien de personnes penses-tu ont accepté une composition pénale parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre de se battre? Combien sont restées silencieuses parce qu'elles avaient peur? La conversation se poursuivit tard dans la soirée. Les deux femmes décortiquant les détails, cherchant des schémas, construisant une image plus large. Quand Amira partit, l'horloge de la cuisine indiquait près de minuit. Mais le sommeil ne viendrait pas. Hélène était assise dans son salon sombre, son ordinateur portable projetant une lueur bleue sur son visage alors qu'elle parcourait les médias sociaux. Les vidéos de son arrestation avaient explosé en ligne. Certains commentaires exprimaient leur indignation, exigeant justice. D'autres déversaient un venin raciste, affirmant qu'elle avait joué la carte de la race ou qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Un site d'information avait repris l'histoire. Un commandant de police arrêté en faisant du shopping. Profilage racial ou interpellation légitime? La section des commentaires était un champ de bataille de récits concurrents. Son téléphone vibra sur la table basse. Numéro inconnu. Le message la fit se redresser. Laisse tomber, commandant, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Hélène fixa l'écran, son entraînement de police notant automatiquement les détails. Indicatif régional local. SMS envoyé via un opérateur standard. Pas une application de messagerie. La menace était claire, mais soigneusement formulée, rien d'explicitement criminel. Elle prit une capture d'écran, documentant l'heure et la date. Une preuve de plus pour ce qui allait arriver. La lueur du téléphone illuminait son visage dans la pièce sombre, soulignant la détermination dans son expression. Il pensait pouvoir la faire taire par la peur. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du bureau d'Amira quand Hélène arriva à 8 heures précises. Le cabinet d'avocats était calme. La plupart du personnel n'arrivant pas avant 1 heure. C'est exactement pourquoi elles avaient prévu de se rencontrer si tôt. J'ai passé toute la nuit à examiner des cas, dit Amira. Son bureau était couvert de piles de dossiers. Des cernes sombres sous ses yeux correspondaient à l'apparence insomniaque d'Hélène. Ce que j'ai trouvé, c'est plus grand que ce que nous pensions. Hélène s'installa dans le fauteuil en face de son amie, serrant une tasse de café bien nécessaire. Montre-moi. Amira étala des dizaines de dossiers, créant une grille de papier sur son grand bureau. Chacun d'eux est un rapport d'arrestation abusif de l'année dernière. Tous des résidents issus de l'immigration. La plupart se sont produits au centre commercial Westfield ou à proximité. Combien? 47 cas que je peux confirmer. Mais ce ne sont que ceux où les gens se sont défendus ou ont cherché une aide juridique. Pour chaque personne qui conteste les charges, il y en a probablement 5 qui n'ont pas les moyens. Hélène se pencha en avant, parcourant les documents. Son œil exercé repéra immédiatement des schémas. Les mêmes officiers apparaissent à plusieurs reprises. Dubois, Martinez, Cooper, et regarde les charges. Amira tapa sur plusieurs dossiers. Rébellion, violence sur agent, trouble à l'ordre public, toutes des charges qui opposent la parole du citoyen à celle des officiers. Rendant presque impossible de se battre au tribunal, ajouta Hélène, la mâchoire serrée. Exactement, et c'est là que ça devient intéressant. Amira sortit une feuille de calcul qu'elle avait compilée. De ces cas, 86% se terminent par une reconnaissance de culpabilité. La plupart des accusés acceptent des arrangements plutôt que de risquer un procès. C'est bien au-dessus des taux normaux de plaider coupable, nota Hélène, ses instincts d'enquêtrice s'activant, et chaque arrangement inclut une amende substantielle et une interdiction de paraître dans le centre. La voix d'Amira prit une nouvelle tonalité, et ces amendes sont gérées par une société de recouvrement privé appelée Horizon Service. Les sourcils d'Hélène se haussèrent. Recouvrement privé pour des amendes pénales? C'est une tendance croissante. Les municipalités externalisent pour économiser de l'argent. Mais regarde les frais que ces gens doivent payer. Amira lui tendit un autre document.
Frais de dossier, frais de suivi mensuels, pénalités de retard. Certaines personnes finissent par payer des milliers d'euros, créant un tout nouveau système de prison pour dette. Marmonna Hélène, la colère montant en elle. Et s'ils ne peuvent pas payer, ils sont poursuivis, ce qui aggrave leur casier judiciaire. C'est un cycle sans fin. Hélène se leva, trop agitée pour rester assise. Je dois voir nos dossiers internes à ce sujet. Il doit y avoir une trace écrite au commissariat. Fais attention, l'avertit Amira, après cette menace de la nuit dernière. Je suis toujours commandant de police. J'ai tout à fait le droit de consulter les registres d'arrestation. Hélène rassembla ses affaires. Ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mon travail. 1 heure plus tard, Hélène était assise à son bureau au commissariat, consultant méthodiquement les archives numériques. Elle remarqua les regards de côté des autres officiers, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle passait. Le faux rapport d'arrestation avait clairement circulé. Elle les ignora, se concentrant sur son écran d'ordinateur. Des années de données d'arrestation défilaient alors qu'elle cherchait des schémas. Lieu, centre commercial Westfield. Officier, Dubois. Charge, rébellion. Les chiffres ne cessaient de croître. Puis elle trouva quelque chose qui la fit marquer une pause. Une note de service sur le partenariat du département avec Horizon Service. Le PDG de la société était répertorié, Richard Giraud, de la même famille qui possédait le centre commercial. En creusant plus profondément, elle découvrit des rapports financiers. La société de recouvrement était une filiale de Giraud Holdings SAS. La société de sécurité du centre commercial était une autre filiale. Tout était lié. Son téléphone vibra. Un SMS d'Amira. J'ai trouvé autre chose. Ces cas culminent chaque trimestre juste avant que le centre commercial ne publie ses résultats aux actionnaires. L'esprit d'Hélène s'emballa. Plus d'arrestations signifiait plus de personnes condamnées à des amendes. Plus d'amendes signifiait plus de frais collectés. La sécurité du centre ciblait les clients d'origine immigrée. La police locale effectuait des arrestations sur de fausses accusations. Et la famille Giraud profitait des paiements qui en résultaient. Elle imprima des documents clés, les glissant dans sa mallette. En sortant, elle capta plus de chuchotements, plus de regards insistants. Laissez-les parler. Elle avait de plus grandes préoccupations maintenant. Le soleil de l'après-midi était dur alors qu'Hélène se garait en face du centre commercial. La façade de verre du bâtiment brillait, projetant une image de prospérité commerciale haut de gamme. Hier, elle l'avait vu comme le théâtre de son humiliation. Maintenant, elle le voyait différemment. Elle regardait les clients aller et venir. Les agents de sécurité du centre postaient à chaque entrée, les mains sur leur radio. Une jeune mère se dépêchant de passer, serrant son sac à main, les yeux balayant nerveusement les alentours. Un adolescent suivi par un garde. Tout comme elle l'avait été. L'ampleur de la chose la frappa d'un coup. Depuis combien de temps cela durait-il ? Combien de vies avaient été déraillées par de fausses accusations ? Combien de familles avaient été saignées à blanc par ces frais ? Tout ça pour gonfler les profits de la famille Giraud. Hélène agrippa son volant, les jointures blanches. En 20 ans de carrière, elle avait vu beaucoup de corruption, beaucoup de racisme systémique, mais c'était différent. C'était une exploitation calculée et organisée. Elle fixa l'entrée imposante du centre où, la veille encore, elle avait été traînée menottée. Sa voix était à peine un murmure dans la voiture silencieuse. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Hélène venait de s'installer à son bureau avec la pile de documents quand un coup à la porte interrompit ses pensées. Une jeune femme se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau. Un carnet à la main. Commandant Chevalier, je suis Chloé Martin, du Héros de la Cité. Elle s'avança avec détermination, sa carte de presse se balançant à un cordon. Vous avez 1 minute ? Hélène s'apprêtait à lui donner sa réponse standard, pas de commentaire. Mais quelque chose dans l'expression déterminée de Chloé la fit marquer une pause. Fermez la porte. Chloé s'assit, sortant déjà son téléphone pour enregistrer. Je suis votre cas depuis l'incident du centre. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai passé 6 mois à enquêter sur le lieutenant Dubois et ses liens avec des sociétés de sécurité privées. Hélène se pencha en arrière. Étudiant la journaliste, qu'avez-vous trouvé ? Des pistes financières, des sociétés écrans, un timing suspect des arrestations. Chloé afficha des documents sur sa tablette. Mais je me suis heurté à des murs. Les sources se taisent, les dossiers disparaissent. Puis j'ai vu la vidéo de ce qui vous est arrivé. Et j'ai su que c'était ma chance. Votre chance de quoi ? De finalement exposer tout ça. Les yeux de Chloé brillaient de conviction. J'ai des relevés bancaires montrant des transferts massifs d'Horizon Service vers des comptes offshore. Des documents fiscaux qui ne collent pas. Mais j'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur pour m'aider à relier les points. Hélène réfléchit attentivement. Les journalistes pouvaient être des alliés ou des ennemis. Mais quelque chose dans l'intensité de Chloé lui rappelait elle-même 20 ans plus tôt. Quel est votre angle sur cette histoire ? La vérité. Comment un flic raciste et une machine corporative détruisent des vies pour le profit ? Chloé se pencha en avant. J'ai grandi en voyant mes parents immigrés harcelés par la police, ciblés par des entreprises prédatrices. Ce n'est pas juste une histoire pour moi. Après un long moment, Hélène hocha la tête. Je ne peux pas être votre source officielle. Mais je connais peut-être des gens qui peuvent vous aider à suivre l'argent. C'est tout ce dont j'ai besoin. Sourit Chloé, et j'ai peut-être quelque chose pour vous aussi.
Avez-vous déjà entendu parler du collectif Justice ? 2 heures plus tard, elles étaient assises dans la salle de réunion exiguë d'un centre communautaire. Le pasteur Marcus Dubois, un grand homme aux tempes grisonnantes, étala des photos sur la table. Celles-ci datent juste des 3 derniers mois. Toutes des arrestations abusives par Dubois et son équipe. Autour d'eux se trouvaient d'autres leaders communautaires. Des enseignants, des petits commerçants, des militants. Chacun avait des histoires sur Dubois. Chacun avait rassemblé des preuves. Nous avons tout documenté, dit Lisa Chen, une enseignante locale. Vidéos, témoignages, dossiers médicaux de personnes que Dubois a brutalisées. Mais chaque plainte est enterrée. La commission de déontologie de la police est inutile, ajouta Jérôme Wilson, qui possédait un salon de coiffure près du centre. Ils sont tous dans la poche de Giraud. Chloé prenait des notes rapides pendant qu'Hélène examinait les preuves. Des dizaines de déclarations sous serment décrivaient le même schéma. Fausses accusations, arrestations violentes, pression pour accepter des arrangements. Cette femme, dit le pasteur Dubois en montrant une photo. Mère célibataire de 3 enfants. Dubois a prétendu qu'elle l'avait agressée lors d'un contrôle routier. Maintenant, elle paye 300 € par mois en frais de recouvrement. Elle a dû prendre un 2e emploi. Ils ont menacé de lui prendre ses enfants si elle contestait les charges. Ajouta Lisa doucement. Les mains d'Hélène se crispèrent. Pourquoi ces histoires ne sont-elles pas sorties avant ? La peur, dit simplement Jérôme. Dubois fait des exemples de ceux qui parlent. Des contrôles routiers étranges, des violations soudaines du code du bâtiment, les enfants harcelés à l'école. Mais nous avons gardé des archives, dit le pasteur Dubois, en attendant que quelqu'un avec le pouvoir de faire quelque chose arrive. Il regarda Hélène d'un air significatif. Chloé intervint. Avec ces déclarations et mes documents financiers, nous pourrions monter un dossier solide. Le héros le publierait. Il faudra plus qu'un article, avertit Hélène. La famille Giraud a des armées d'avocats. Alors nous ferons une série, dit fermement Chloé, suivre chaque fil, montrer jusqu'où cela va. Ils passèrent une autre heure à planifier, reliant les pièces du puzzle. Les militants avaient des années de documentation. Chloé avait l'expertise financière. Hélène avait une connaissance interne des procédures policières. Nous devons agir avec prudence, avertit Hélène alors qu'il concluait. Ces gens ne se laisseront pas faire sans se battre. C'est pourquoi nous devons frapper fort et vite. Argua Chloé, une fois que le premier article sortira. D'autres se manifesteront. La nuit était tombée quand Hélène arriva dans son allée. Les révélations de la journée pesaient lourdement. Tant de vies affectées, tant de preuves ignorées. Elle savait que le racisme existait dans le service. Mais ce niveau d'exploitation organisé la choquait même elle. Sa lumière de Porsche vacilla alors qu'elle approchait de sa porte d'entrée. La boîte aux lettres était pleine à craquer. Débordant sur le sol. Étrange. Le courrier avait déjà été distribué ce matin. En ramassant les enveloppes éparpillées, son estomac se noua. Pas d'adresse de retour. Pas de timbre. Livré à la main. À l'intérieur, elle les étala sur sa table de cuisine. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant la première. Un dessin grossier d'une silhouette pendue. En dessous, des mots découpés dans des magazines. Mêle-toi de tes affaires. La suivante contenait des photos. Des clichés de surveillance d'elle quittant sa maison. Faisant du shopping. Rencontrant Amira. Quelqu'un l'avait suivi. D'autres lettres se déversèrent. Des insultes racistes écrites d'une main tremblante. Des menaces contre sa famille. Des photos de l'école de sa nièce. La dernière enveloppe contenait une seule photo. Hélène se faisant arrêter au centre commercial. Quelqu'un avait dessiné une cible sur son visage. Elle s'assit lourdement sur sa chaise de cuisine. Le courrier haineux l'entourant comme des confettis toxiques. Ils essayaient de la faire taire par la peur. Comme ils en avaient fait peur à tant d'autres. Mais ils avaient fait une erreur. Hélène Chevalier n'avait pas peur facilement. Et maintenant, elle avait la preuve qu'ils étaient assez inquiets pour la menacer. Elle rassembla soigneusement les lettres, préservant toute preuve potentielle. Demain, elle les montrerait à Chloé et au collectif. Laissez-les documenter un exemple de plus d'intimidation. Les menaces signifiaient qu'elle était sur la bonne voie. Et elle n'était plus seule. Le lendemain matin, Hélène traversa le couloir du commissariat. Le courrier haineux brûlant un trou dans sa mallette. Elle avait besoin de quelqu'un de plus haut placé de son côté. La porte du bureau du lieutenant Fournier était ouverte. Et elle pouvait le voir examiner des rapports à son bureau. « Tu as 1 minute, Marc ?» demanda-t-elle, frappant légèrement au cadre de la porte. Fournier leva les yeux avec son sourire facile caractéristique. « Pour toi ? Toujours, commandant. » Il désigna la chaise en face de lui. « Ferme la porte. » Hélène s'installa dans le fauteuil, étudiant le visage de son vieil ami. Elle connaissait Marc Fournier depuis 15 ans, avait travaillé sur d'innombrables affaires ensemble. Il avait soutenu sa promotion au grade de commandant, l'avait défendu quand d'autres remettaient en question son leadership. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-elle, sortant les lettres de menace. « C'était dans ma boîte aux lettres hier soir. » L'expression de Fournier s'assombrit alors qu'il examinait le courrier haineux. Sa mâchoire se crispa à la vue de la photo avec la cible. « Mon Dieu, Hélène, tu as signalé ça ? À qui ?» Elle se pencha en avant. « Marc, ça va plus loin que juste Dubois et cet incident au centre. J'ai creusé et il y a un schéma. Des arrestations abusives, des plaidés coupables forcés, tout ça alimente ce racket.
C'est une accusation grave. Fournier posa soigneusement les lettres. Tu as des preuves? J'en rassemble. J'ai des témoignages de victimes. Des archives financières montrant des paiements suspects. Et maintenant ces menaces. Elle tapa sur les lettres. Quelqu'un a assez peur pour essayer de m'intimider. Fournier se frotta les tempes. Écoute, tu sais que je t'ai toujours soutenu. Mais ce genre d'enquête, ça pourrait secouer tout le service. Il a besoin d'être secoué. La voix d'Hélène se durcit. Tu as vu comment Dubois opère? Combien de plaintes nous avons enterrées? Il ne s'agit pas seulement de flics pourris. C'est de l'exploitation systématique. Je t'entends. Fournier se leva. Arpentant son bureau. Tu as raison, ça doit faire l'objet d'une enquête. Mais nous devons être intelligents. Il se tourna pour lui faire face. Laisse-moi t'aider, je peux discrètement tâter le terrain. Voir qui d'autre pourrait être prêt à se manifester. Un soulagement inonda Hélène. Merci, Marc, je savais que je pouvais compter sur toi. Toujours. Il sourit chaleureusement. Fais juste attention à toi. D'accord? Reste peut-être chez ta famille quelques jours jusqu'à ce qu'on trouve qui a envoyé ces menaces. Je ne me cache pas, dit fermement Hélène, c'est ce qu'ils veulent. Têtu comme toujours, Fournier secoua la tête avec affection. Laisse-moi au moins assigner une patrouille pour passer régulièrement devant chez toi. Je peux me débrouiller. Hélène rassembla les lettres. Mais merci, ça aide de savoir que tu es dans mon camp. On veille sur les nôtres, l'assura Fournier. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Le reste de la journée d'Hélène se passa dans un flou de tâches routinières et de collecte minutieuse de preuves. Elle fit des copies des documents clés, les stocka dans des endroits sûrs. Trop de dossiers avaient tendance à disparaître dans des cas comme celui-ci. Il était plus de minuit quand elle rentra enfin chez elle. La rue était calme, les grillons chantant dans l'air chaud de l'été. Elle entra dans son allée, les lumières automatiques illuminant sa place de parking habituelle. L'éclat dur révéla des lettres rouges rageuses peintes à la bombe sur le capot et les portières de sa voiture. Traîtresse, Hélène se figea, les clés à la main. La peinture était encore fraîche, dégoulinant sur la peinture blanche de sa berline. Son esprit s'emballa. Le timing, le message, ce n'était pas du vandalisme aléatoire. Elle balaya rapidement ses environs du regard, sa main se déplaçant instinctivement vers son étui. Rien ne bougeait dans l'ombre. Quiconque avait fait ça était parti depuis longtemps. Avec des doigts tremblants, elle prit des photos des dégâts. Puis elle remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Les vandales avaient gravé un message dans la peinture. FERMELA. Commandant. Seul quelqu'un du service pouvait connaître son grade. Seul quelqu'un de l'intérieur pouvait savoir qu'elle enquêtait. Elle pensa à tous ceux à qui elle avait parlé de l'affaire. Chloé, les membres du collectif, Amira, Fournier. Sa conversation avec Fournier lui revint en mémoire. Il avait proposé de tâter le terrain. Demander qui d'autre était au courant de son enquête. Merde, murmura-t-elle. Elle lui avait tout donné. Les preuves qu'elle avait trouvées. Les noms des témoins potentiels. S'il travaillait avec Dubois, à l'intérieur de sa maison. Hélène s'effondra sur une chaise de cuisine. Sa plaque était posée sur la table où elle l'avait laissée ce matin. L'insigne doré captait la lumière, projetant des ombres sur le mur. 20 ans, elle avait porté cette plaque pendant 20 ans, cru en ce qu'elle représentait, défendu le service contre les accusations de racisme systémique, se convainquant que le changement viendrait de l'intérieur. Maintenant, elle fixait le symbole de tout ce à quoi elle avait consacré sa vie. Et se demandait si la pourriture allait jusqu'au cœur, s'il restait quelque chose à sauver. L'insigne se brouilla alors que des larmes de rage et de trahison menaçaient de couler. Elle les repoussa, pas le temps de s'apitoyer. Elle avait des décisions à prendre. Ne faire confiance à personne dans le service. Tout documenter, monter le dossier discrètement jusqu'à avoir des preuves irréfutables. Les vandales avaient rendu une chose très claire. Elle était seule à l'intérieur de ses murs. Sa plaque brillait d'un éclat accusateur dans la pénombre de la cuisine. Le poids de 20 ans s'abattit sur ses épaules alors qu'elle faisait face à la possibilité que l'institution en laquelle elle avait cru était devenue la chose même qu'elle avait juré de combattre. Le lendemain matin, le téléphone d'Hélène vibra avec un SMS urgent de Chloé. Besoin de se voir, grosse avancée, endroit habituel. 20 minutes plus tard, Hélène était assise dans la banquette du fond du bistrot, chez Jerry, sirotant un café qui avait refroidi. Le petit restaurant était presque vide. Juste quelques habitués dispersés au comptoir. La cloche au-dessus de la porte tinta alors que Chloé entrait en trombe. Son sac en bandoulière serré contre elle. « Désolé, je suis en retard », dit Chloé en se glissant dans la banquette. Ses yeux balayèrent le bistrot avant qu'elle ne se penche en avant. « Mais vous allez vouloir voir ça. » Chloé sortit une enveloppe en papier craft, prenant soin de la garder sous le niveau de la table. « Vous vous souvenez de cette source que j'ai mentionnée? Celle à l'intérieur de la direction du centre ?» Elle fit glisser l'enveloppe vers Hélène. Elle a fourni du lourd. Hélène ouvrit soigneusement l'enveloppe, en sortant plusieurs feuilles de papier à en-tête de l'entreprise. Ses yeux s'écarquillèrent en parcourant la première page. Ce sont des mémos internes des réunions du conseil d'administration du centre. Termina Chloé, sa voix à peine un murmure. Datant de 18 mois, regardez la page 3. Hélène tourna à la page indiquée. Le mémo détaillait les initiatives de prévention des pertes. Le jargon d'entreprise pour les protocoles de sécurité. Mais en lisant plus loin, ses mains se mirent à trembler.
Le document énonçait des instructions explicites pour que la sécurité cible les données démographiques à haut risque. Un voile mince pour le profilage racial. Il incluait des citations de réunions où les membres du conseil discutaient de la coordination avec la police locale pour maximiser les opportunités d'application de la loi. Il travaillait directement avec Dubois, expliqua Chloé en tapotant une section surlignée. Le conseil a approuvé des primes pour le personnel de sécurité en fonction du nombre d'arrestations. Il savait exactement ce qu'il faisait. Hélène lut plus loin. Le mémo détaillait comment les arrestations alimenteraient le système de recouvrement des amendes. Une société appelée Horizon Service. La société mère du centre commercial en détenait une participation majoritaire. Tout est là, souffla Hélène, tout le pipeline. Il ne se contentait pas de permettre le profilage racial. Il l'incentivait, le transformant en profit. Chloé hocha la tête sombrement. Chaque fausse arrestation signifiait une autre personne forcée dans leur programme. Des frais mensuels, des pénalités, tout cela ramenant de l'argent aux mêmes intérêts corporatifs. Comment as-tu obtenu ça ? Demanda Hélène en remettant soigneusement les papiers dans l'enveloppe. Ma source travaille à la comptabilité de l'entreprise. Elle a tout documenté, attendant que quelqu'un enquête. Les yeux de Chloé brillèrent. Quand elle a vu les vidéos de votre arrestation devenir virales, elle a su qu'il était temps. Hélène se renversa, son esprit s'emballant. C'était exactement ce dont elles avaient besoin. La preuve de la coordination entre la police et les intérêts corporatifs. La preuve du ciblage intentionnel des clients. Personne ne pourrait rejeter cela comme quelques brebis galeuses ou des incidents isolés. Nous devons protéger ça, dit fermement Hélène, et ta source, une fois que ça sortira. Déjà géré, l'assura Chloé, elle a tout documenté, fichier sauvegardé, plusieurs copies dans des endroits sûrs. Malin. Hélène glissa l'enveloppe dans sa veste. Je vais scanner ça ce soir. Créer des sauvegardes numériques, mais nous devons agir avec prudence après ce qui est arrivé à ma voiture. Vous pensez que quelqu'un du service travaille avec eux ? Je sais qu'ils le font. La voix d'Hélène était dure. Le lieutenant Fournier, je lui ai fait confiance. Je lui ai parlé de l'enquête. La chose suivante que je sais. Ma voiture est vandalisée avec un avertissement. Seul quelqu'un de l'intérieur saurait le laisser. L'expression de Chloé s'assombrit. Alors on garde ça entre nous. Personne d'autre ne doit savoir pour ces documents jusqu'à ce qu'on soit prête à rendre ça public. D'accord. Hélène vérifia sa montre. Je dois mettre ça en lieu sûr. Ensuite, nous planifierons notre prochaine action. Elles se séparèrent devant le bistrot. Chloé se dirigeant vers le bureau du journal tandis qu'Hélène rentrait chez elle. L'enveloppe en sécurité dans sa veste. Sa main la touchait constamment pendant le trajet, se rassurant qu'elle était bien réelle. À la maison, Hélène alla directement à son bureau. Le lourd bureau en bois avait appartenu à son père. Du chêne massif avec un compartiment caché dans le tiroir du bas. Elle y plaça soigneusement l'enveloppe, puis verrouilla le tiroir avec une clé qu'elle portait autour du cou. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose comme de l'espoir. Le poids de l'isolement et de la trahison se souleva légèrement. Elles avaient des preuves maintenant, pas seulement des témoignages ou des preuves circonstancielles, mais une documentation directe de la conspiration. Hélène se prépara à dîner, goûtant réellement la nourriture pour une fois au lieu de simplement manger par automatisme. Elle vérifia ses caméras de sécurité. Une habitude maintenant, mais la rue était calme. Pas de véhicules suspects, pas d'autres vandales dans la nuit. Plus tard, alors qu'elle se préparait à se coucher, Hélène se permit d'imaginer la suite. La conférence de presse où elle révélerait tout. Les regards sur les visages des dirigeants du centre. De Dubois, de Fournier. Tous réalisant que leur plan était exposé. Les victimes voyant enfin la justice. Elle éteignit les lumières, la maison s'installant dans ses craquements et bourdonnements familiers. Le tiroir du bureau était bien fermé à clé. La clé en sécurité autour de son cou. Pour la première fois depuis que tout avait commencé. Le sommeil vint facilement. Demain, elle commencerait à planifier comment diffuser les preuves. Mais ce soir, Hélène pouvait se reposer, sachant qu'elles avaient enfin ce dont elles avaient besoin. La vérité éclaterait, la justice serait rendue, le mémo était leur clé pour faire tomber tout le système corrompu. Alors qu'Hélène s'endormait, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La fin était enfin en vue. Hélène se réveilla tôt, énergisée par la percée de la veille. Elle se versa son café du matin et envoya un SMS à Chloé. Prête à planifier les prochaines étapes ? Pas de réponse. 1 heure plus tard, toujours rien, inhabituel pour Chloé, qui répondait généralement en quelques minutes. Hélène essaya d'appeler, tombant directement sur la messagerie vocale. Elle laissa un message, essayant de garder un ton décontracté. « Salut, je voulais juste prendre des nouvelles suite à notre discussion d'hier. Appelle-moi quand tu pourras. » À midi, l'anxiété lui rongeait l'estomac. Elle avait envoyé 3 autres SMS. Appelé 2 fois, le silence de Chloé était assourdissant. Hélène examinait des dossiers à son bureau quand son téléphone vibra. Alerte info de dernière minute. Sa tasse de café s'écrasa au sol alors qu'elle lisait le titre. Une journaliste locale hospitalisée après une violente agression. L'article se chargea avec une lenteur angoissante. Il y avait la photo de Chloé. La journaliste d'investigation Chloé Martin a été retrouvée inconsciente tôt ce matin. Hélène attrapa ses clés, ses mains tremblant.
Le trajet jusqu'à l'hôpital général semblait interminable. Chaque feu rouge une éternité. Son esprit s'emballait avec des possibilités. Chacune pire que la précédente. C'était sa faute. Elle avait entraîné Chloé dans ce pétrin. Le hall de l'hôpital était bondé de journalistes. Hélène brandit sa plaque, se frayant un chemin jusqu'au bureau d'information. La chambre de Chloé Martin. Vous êtes de la famille ? Demanda la réceptionniste. Commandant de police, c'est un témoin dans une enquête en cours. Le mensonge sortit facilement. Nécessaire. Chambre 412. L'ascenseur semblait ramper entre les étages. La culpabilité d'Hélène grandissait à chaque seconde qui passait. Elle aurait dû savoir qu'il s'en prendrait à Chloé. Aurait dû mieux la protéger. La porte de la chambre 412 était ouverte. Chloé était allongée dans le lit d'hôpital. Le visage contusionné, le bras gauche dans le plâtre. Malgré tout, ses yeux s'illuminèrent quand elle vit Hélène. « Tu as une sale tête ?» croassa Chloé. « Moi ?» Hélène s'approcha du lit. « C'est toi qui es en blouse d'hôpital. »« Tu devrais voir l'autre. » Chloé essaya de sourire mais grimaça. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Hélène en tirant une chaise. « En marchant vers ma voiture après le travail. Quelqu'un m'a attrapé par derrière. » La voix de Chloé était rauque. Un travail de pro. Il savait exactement comment faire mal sans tuer. Les poings d'Hélène se serrèrent. « Tu as vu son visage ?» Chloé jeta un coup d'œil à la porte. Puis baissa la voix. « Mieux, j'ai vu autre chose. Quand ils m'ont jeté à terre. » Sa veste s'est relevée. Du chrome a brillé à sa hanche. Hélène se glaça. « Une plaque ?» Chloé hocha légèrement la tête. « De service. La même que la tienne. » La confirmation frappa Hélène comme un coup physique. L'un des siens avait fait ça. Quelqu'un qu'elle pouvait croiser dans les couloirs du commissariat tous les jours. « Je suis tellement désolée, » murmura Hélène. « Je n'aurais jamais dû. » « Ne fais pas ça. » La main valide de Chloé serra le poignet d'Hélène avec une force surprenante. « Ça prouve qu'on est sur quelque chose de gros. Ils ont peur. Ils devraient avoir peur de moi maintenant. » Gronda Hélène. « Bien. » Chloé bougea, grimaçant. « Parce que je n'arrête pas. Toi non plus. » Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. « Mademoiselle Martin a besoin de repos. » 5 minutes de plus, plaida Chloé. L'infirmière fronça les sourcils, mais hocha la tête. Une fois qu'elles furent de nouveau seules, Chloé parla avec urgence. « Le mémo est en sécurité. N'est-ce pas ? Enfermé dans mon bureau à la maison. Je vais commencer à faire des copies aujourd'hui. » Bien, parce que ça, Chloé fit un geste vers ses blessures. Ça veut dire qu'on est proche. Il ne risquerait pas d'attaquer une journaliste s'il n'était pas désespéré. Hélène se leva. « Repose-toi, je passerai te voir demain. » « Fais attention, » appela Chloé alors qu'Hélène atteignait la porte. « Ils savent qu'on a quelque chose. » Le trajet de retour fut un tourbillon de rage et d'inquiétude. L'esprit d'Hélène ne cessait de rejouer les mots de Chloé. Une plaque de service. Quelqu'un avec qui elle travaillait avait fait ça. La trahison la brûlait profondément. Elle entra dans son allée alors que le coucher de soleil peignait le ciel en orange. Quelque chose n'allait pas avant même qu'elle n'atteigne la porte d'entrée. Une subtile anomalie dans l'air. La porte était verrouillée, mais ça ne voulait rien dire. Hélène sortit son arme de service. Entrant prudemment, le salon était intact, la cuisine normale, mais en s'approchant de son bureau, elle le vit, la porte légèrement entr'ouverte alors qu'elle la gardait toujours fermée. Le cœur battant, Hélène poussa la porte. La pièce était un désastre. Des livres jetés des étagères, des papiers éparpillés, et le bureau de son père. Le lourd tiroir en chêne avait été forcé. La serrure éclatait. Hélène se précipita, sachant déjà ce qu'elle allait trouver. Le compartiment caché béait, vide, l'enveloppe en papier craft contenant leurs preuves avait disparu. Hélène s'effondra sur sa chaise. L'ampleur de la perte la frappant. Leurs preuves, la documentation qui aurait pu tout exposer. Tout était parti. Elle pensa à Chloé, allongée dans ce lit d'hôpital. Battue mais indomptée, à toutes les victimes de ce système qui comptait sur elle. Même si elle ne le savait pas encore. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. La prochaine fois, ce ne sera pas seulement la journaliste. Hélène fixa le message, ses mains tremblant de fureur. Il pensait que ça l'arrêterait. Que voler des preuves et attaquer son ami la ferait reculer. Il ne la connaissait pas du tout. Elle composa le 17, signalant les fractions, mais elle savait déjà quelle serait la réponse. Un rapport de routine, pas de véritable enquête, le système protégeant les siens. En attendant l'arrivée des officiers de patrouille, Hélène regarda son bureau violet. Le bureau que son père lui avait donné. Maintenant cassé, les restes éparpillés de son enquête. Ils avaient pris le mémo, mais ils ne pouvaient pas prendre sa détermination, ni le courage de Chloé, ni la vérité de ce qu'elles avaient découvert. Le matin après l'effraction, Hélène était assise à sa table de cuisine, fixant la convocation officielle de l'IGPN. Le papier de couleur crème semblait lourd dans ses mains. Chaque mot un coup de marteau. Suspension immédiate, en attente d'enquête, allégation de faute professionnelle. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les alertes d'information continuaient d'apparaître. Chaque titre pire que le précédent. Un commandant de police en difficulté prétend à un complot. Des sources disent que l'officier suspendu montre des signes d'instabilité. La vendetta d'un commandant de police contre la sécurité d'un centre commercial soulève des questions. Hélène cliqua sur un article. Sa mâchoire se crispant à la lecture.
Des sources au sein du service décrivent le comportement récent du commandant Chevalier comme erratique et vindicatif. L'obsession apparente de l'officier décoré à prouver la discrimination au centre commercial Westfield inquiète ses collègues. Mensonge, murmura-t-elle en fermant le navigateur. Mais le mal était fait. Il la dépeignait comme la femme en colère, tordant son indignation justifiée en quelque chose de dangereux et d'irrationnel. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre numéro inconnu. J'espère que tu crèves, sale flic. Elle en avait reçu des dizaines comme celui-ci depuis la veille. Certains étaient créatifs dans leur haine, d'autres de simples menaces de mort. Hélène se leva et tira les stores plus étroitement. Bien qu'il soit à peine midi, l'obscurité semblait plus sûre d'une manière ou d'une autre. Elle avait déjà inspecté l'appartement 2 fois à la recherche de micros. Vérifié toutes les fenêtres et les portes. Paranoïaque, peut-être, mais après ce qui était arrivé à Chloé. Après l'effraction, la télévision bourdonnait en arrière-plan. Un présentateur de nouvelles locales discutant de sa situation avec une fausse préoccupation. Les sources disent que les affirmations du commandant Chevalier sur une discrimination systématique semblent infondées, découlant peut-être de griefs personnels. Hélène attrapa la télécommande, l'éteignant avec des mains tremblantes. Le silence était meilleur que leurs mensonges. Sa plaque et son arme étaient posées sur la table basse. Rendue ce matin à l'IGPN. 20 ans de service réduit à un morceau de métal et une arme qu'elle ne pouvait plus porter. La vue lui retournait l'estomac. Son téléphone sonna. Sa sœur cette fois. Hélène laissa tomber sur la messagerie. Que pouvait-elle dire? Qu'elle allait bien? Que tout allait s'arranger? Les mensonges lui resteraient en travers de la gorge. Elle arpentait l'appartement, se sentant en cage. Les murs semblaient se refermer à chaque passage. Chaque ombre contenait des menaces potentielles. Chaque son inattendu la faisait sursauter. Un hélicoptère de presse vrombissait au-dessus. Il tournait autour de son immeuble toute la matinée, espérant apercevoir le commandant en difficulté. Hélène s'écarta des fenêtres, bien que les stores soient déjà bien tirés. Son ordinateur portable sonna avec de nouvelles notifications d'email. Du syndicat de police, à la lumière des événements récents, de son superviseur. Déçu ne commence même pas à décrire, d'un compte anonyme, tu aurais dû la fermer. Elle claqua l'ordinateur portable. L'écran avait commencé à se brouiller de toute façon. Ses yeux brûlants de larmes de frustration qu'elle refusait de laisser couler. La sonnette retentit, la faisant sursauter. Hélène s'approcha prudemment, vérifiant par le Judas. Son cœur rata un battement. Inès se tenait dans le couloir, son sac à dos sur une épaule. Hélène ouvrit rapidement la porte, tirant sa nièce à l'intérieur. Inès, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à l'école. Demi-journée, dit Inès en laissant tomber son sac à dos. Sans hésiter, elle enlaça sa tante dans une étreinte féroce. Et j'avais besoin de te voir. Hélène se raidit d'abord, puis fondit dans l'étreinte. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin de ce simple contact humain de quelqu'un qui ne la voyait pas comme une menace ou un échec. Maman est inquiète, dit Inès, la tenant toujours serrée. Elle essaie de t'appeler. Je sais. Hélène se recula, étudiant le visage de sa nièce. C'est juste, je ne peux parler à personne en ce moment. Pas avec tout ça. Tu veux dire tous les mensonges qu'il raconte? Le jeune visage d'Inès se durcit de colère. On sait que ce sont des mensonges. Tati Hélène, tout le monde à l'école le sait aussi. Elle sortit son téléphone. Ses doigts volant sur l'écran. Regarde ça. La vidéo se chargea. Les images du centre commercial. Hélène essaya de détourner le regard, ne voulant pas revivre cette humiliation. Mais Inès insista. Non. Regarde les vues. Le nombre mit un moment à s'enregistrer. 5,2 millions de vues. La section des commentaires était inondée. Voilà à quoi ressemble le racisme systémique. Le commandant Chevalier est une héroïne de s'être défendue. Nous sommes avec vous. Commandant. Ce n'est pas seulement la vidéo, dit Inès avec enthousiasme. Les gens partagent leurs propres histoires sur le lieutenant Dubois, sur la sécurité du centre, sur tout le système corrompu. Tu as lancé quelque chose. Tati Hélène. Hélène s'affaissa sur le canapé. Submergée. Ils disent toujours que je suis instable, que j'invente tout. Et alors? Inès s'assit à côté d'elle, une détermination féroce sur son jeune visage. La vérité est là maintenant. Les gens regardent, ils écoutent, et ils sont en colère. Pas contre toi, mais contre eux. Inès afficha une autre page. Un groupe sur les réseaux sociaux avec des milliers de membres, tous partageant des expériences similaires au centre commercial Westfield. Des histoires de harcèlement, de fausses arrestations, de plaidés coupables forcés. Tu vois? Inès serra la main de sa tante. Tu n'es pas seule, et tu n'es pas folle. Tu es la seule assez courageuse pour leur tenir tête. Pour la première fois depuis des jours, Hélène ressentit autre chose que du désespoir. Une petite étincelle d'espoir ravivée par la foi inébranlable de sa nièce et la preuve que l'opinion publique était en train de changer. « Quand es-tu devenue si sage ?» demanda-t-elle, réussissant un petit sourire. « J'ai appris de la meilleure. » Inès la serra de nouveau dans ses bras. « Tu m'as toujours appris à défendre ce qui est juste. Quoi qu'il arrive, c'est ce que tu fais maintenant. Et nous sommes tous avec toi. » Le soleil de l'après-midi tapait sur la foule grandissante devant le centre commercial Westfield. Hélène se tenait parmi les manifestants, une casquette de baseball tirée bas sur ses yeux.
regardant avec étonnement des centaines de voix s'élever ensemble. Justice pour Chevalier, justice pour Chevalier. Des pancartes flottaient au-dessus de la mer de Jean. Arrêtez le profilage racial. Mettez fin à la corruption policière. Nous soutenons le commandant Chevalier. La gorge d'Hélène se serra. Il y a quelques jours à peine, elle s'était sentie complètement seule. Maintenant, des inconnus exigeaient la justice en son nom. La foule s'étendait sur toute la façade du centre, forçant les clients à se faufiler entre les lignes de protestation juste pour entrer. La sécurité du centre se blottissait nerveusement derrière les portes vitrées. Communiquant par radio, quelques policiers en uniforme se tenaient à distance. L'air mal à l'aise, aucun d'eux ne l'a reconnu dans la foule. Voilà à quoi ressemble la solidarité, dit une femme âgée à côté d'Hélène. Il pensait pouvoir vous faire taire. Commandant. Hélène hocha la tête, ne se fiant pas à sa voix pour parler. La femme lui serra le bras et continua son chemin, sans jamais réaliser qu'elle venait d'encourager la personne même qu'ils étaient tous venus soutenir. Un groupe d'adolescents près du front commença un nouveau chant. Montrez la vérité, montrez la vérité. Le rythme se propagea dans la foule comme une traînée de poudre. Hélène le sentit dans sa poitrine, chaque battement correspondant à son cœur. L'énergie était électrique, crépitant de colère juste et d'espoir. Commandant Chevalier. Hélène se tourna vers la voix calme derrière elle. Une adolescente se tenait là, le téléphone serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés de reconnaissance. Je suis Léa, dit rapidement la jeune fille. Léa Diallo, j'ai filmé la vidéo de ce qu'ils vous ont fait. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Elle avait vu les images virales des dizaines de fois, mais n'avait jamais su qui les avait capturées. Merci, dit-elle doucement, votre vidéo a montré la vérité aux gens. Léa jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Pas toute la vérité, pas encore, j'ai plus d'images d'avant qu'ils ne vous attrapent. Elle attira Hélène sur le côté, loin de la foule principale, et leva son téléphone. J'ai commencé à filmer dès que j'ai vu le lieutenant Dubois entrer dans le centre. Quelque chose n'allait pas dans la vitesse à laquelle il est arrivé. La vidéo joua. Hélène regarda Dubois traverser le centre d'un pas décidé, se dirigeant avec un objectif clair vers la boutique. Mais ces images commençaient près de 5 minutes avant la confrontation, avant que toute accusation ne soit faite. Regardez, pointa Léa, dans le cadre. Dubois s'arrêta à l'entrée de la boutique. Il se pencha près de la gérante. Nathalie, lui chuchotant quelque chose. Nathalie hocha la tête, son expression se durcissant. Puis Dubois recula hors de vue et attendit. Moins d'une minute plus tard, Hélène entra dans le magasin sur les images. Il a tout manigancé, souffla Hélène. Il a orchestré le tout avant même que j'entre. Léa hocha la tête vigoureusement. Je l'ai surpris en train de faire la même chose le mois dernier avec mon cousin. Mais personne ne nous a cru alors. Quand je l'ai vu se diriger vers ce magasin, je savais que quelque chose allait se passer. Je ne savais juste pas que ce serait vous qu'il ciblerait. Pourquoi n'as-tu pas diffusé cette partie avant ? J'avais peur, admit Léa. Dubois a des amis partout. Mais voir tous ces gens ici aujourd'hui. Elle fit un geste vers la foule. Je ne peux plus rester silencieuse. Ça prouve qu'il l'a planifié. Il vous a profilé avant même que vous n'entriez dans le magasin. L'esprit d'Hélène s'emballa. Les images non montées étaient accablantes. Elles montraient une préméditation claire, détruisant toute affirmation selon laquelle la confrontation était née naturellement d'un comportement suspect. Je ne suis pas la seule à avoir des vidéos non plus. Continua Léa. Je tiens une chaîne YouTube sur la responsabilité de la police. Les gens m'envoient des clips depuis des mois. Dubois faisant la même chose encore et encore. Toujours dans ce centre, toujours en ciblant les mêmes personnes. Les chants de la foule devinrent plus forts. Pas de justice, pas de paix. Léa toucha le bras d'Hélène. Mes abonnés veulent aider, on peut diffuser ça partout. Mais il faut une voix. Votre voix, les gens vous font confiance. Vous êtes la preuve que même les officiers de police ne sont pas à l'abri de cette corruption. Hélène fixa la manifestation, son esprit tourbillonnant de possibilités. La vidéo non montée, les témoignages que Chloé avait recueillis, les archives financières liant le centre au système de recouvrement, et maintenant une armée de jeunes militants prêts à amplifier la vérité. Ils ne peuvent pas nous faire taire tous, dit fermement Léa, pas si nous nous unissons. Une camionnette de presse s'arrêta sur le bord de la route. Un journaliste et un caméraman en sautant. La foule s'avança, désireuse d'être entendue. Hélène regarda le journaliste s'installer. Son cœur battant. Elle avait des preuves maintenant. Des preuves réelles, indéniables, mais plus importantes encore. Elle avait des témoins, des alliés, un mouvement se construisant derrière elle. Les voix des manifestants s'enflèrent. Que voulons-nous ? La justice. Quand la voulons-nous ? Maintenant. La sécurité du centre appelait des renforts. D'autres voitures de police arrivèrent. Des officiers formant une ligne entre les manifestants et l'entrée. Léa leva son téléphone. La vidéo accablante prête à être partagée. Que voulez-vous faire, commandant ? Hélène redressa les épaules, puisant sa force dans l'énergie de la foule. La vérité était là, dans la main de Léa. Tout ce dont elle avait besoin maintenant. C'était le bon moment pour la révéler. Un moment assez grand pour qu'il ne puisse pas enterrer l'histoire à nouveau. Les lumières fluorescentes du service de convalescence de l'hôpital général projetaient des ombres dures sur le visage contusionné de Chloé. Elle était allongée, soutenue par des oreillers dans le lit d'hôpital.
son bras gauche dans le plâtre. Mais ses yeux brillaient de la même détermination féroce dont Hélène se souvenait. Tu devrais te reposer, dit Hélène en s'installant sur la chaise à côté du lit. Les protestations devant le centre commercial résonnaient encore dans son esprit. Chloé s'ajusta avec une grimace. Je ne peux pas me reposer. Pas quand j'ai quelque chose d'aussi gros. Elle jeta un coup d'œil à la porte avant de baisser la voix. Tu te souviens que je t'ai dit que mon agresseur avait une plaque ? Hélène hocha la tête, se penchant plus près. Eh bien, il a été négligent. Un soupçon de satisfaction traversa le visage de Chloé. Pendant l'agression, mon téléphone est tombé. Il l'a attrapé, pensant probablement que je l'avais filmé. Mais il ne connaissait pas mes mesures de sécurité de secours. Que veux-tu dire ? La main valide de Chloé attrapa son ordinateur portable sur la table de chevet. Je suis journaliste en 2024. Tu crois que je n'ai pas de logiciel de suivi ? Dès qu'il a allumé mon téléphone, il a commencé à tout télécharger sur mon stockage cloud. Y compris, elle ouvrit un dossier. Tous les fichiers de son téléphone. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Tu as piraté le téléphone d'un policier ? Techniquement, il s'est piraté lui-même en se connectant à mon appareil. Et devine à qui appartenait ce téléphone ? Chloé tourna l'écran vers Hélène. L'officier Jean-Marc Martinez, le partenaire de Dubois. Hélène parcourut les documents qui remplissaient l'écran. Des feuilles de calcul, des relevés bancaires, des chaînes d'emails. Ses mains se mirent à trembler en lisant. Tout est là, dit Chloé. Chaque paiement de la société mère du centre commercial à Horizon Service. Chaque pot de vin aux fonctionnaires de la ville qui ont approuvé les contrats. Regarde les dates, elles correspondent parfaitement au pic des arrestations. Hélène fit défiler les emails entre Dubois et Charles Giraud, le PDG du centre. Ils discutaient de quotas et de données démographiques cibles avec une cruauté désinvolte. Un autre fil montrait des conversations avec le juge Harrison, qui présidait la plupart des affaires liées au centre, discutant de la manière d'accélérer les plaidés coupables. Il n'essaie même pas de le cacher, marmonna Hélène. Il pensait que personne ne verrait jamais ça. Il y a plus. Chloé afficha un autre document. Tu te souviens de ce mémo qui a disparu de ton bureau ? J'ai trouvé une copie dans les emails de Martinez. C'est lui qui est entré par effraction, probablement sur ordre de Dubois. Les pièces s'assemblèrent dans l'esprit d'Hélène. C'est pour ça qu'ils t'ont attaqué. Ils savaient que tu étais proche de tout exposer. Et maintenant, nous avons des preuves qui vont bien au-delà du simple profilage racial au centre commercial. C'est de l'exploitation systématique à but lucratif. La voix de Chloé se renforça. Mais nous avons besoin de la bonne plateforme pour le diffuser. Un endroit où ils ne pourront pas nous faire taire ou déformer l'histoire. Hélène sortit son téléphone, vérifiant le calendrier de la ville. Le Conseil de Paris, jeudi soir. C'est un forum public, n'importe qui peut parler. Parfait. Chloé se redressa. Ignorant la douleur, la presse couvre toujours les réunions du Conseil. De plus, la moitié des personnes impliquées dans ces documents seront assises là, au Conseil. Ils essaieront de me faire taire dès que je commencerai à parler. Pas si nous choisissons le bon moment. Les instincts de journaliste de Chloé prirent le dessus. Nous diffusons la vidéo non montée de l'arrestation 1 heure avant la réunion. Pendant que tout le monde réagit à ça, tu prends la parole, une fois que tu commenceras à présenter les preuves financières. Ils n'oseront pas t'arrêter, pas avec toutes les caméras de télévision qui tournent. Hélène imagina la scène, faisant face à Dubois, aux membres du conseil, aux dirigeants du centre, à tous ceux qui pensaient pouvoir la briser. Nous devrons tout organiser parfaitement. Ces documents, les séquences vidéo, les témoignages. J'ai déjà commencé à tout compiler. Chloé afficha une présentation. Nous devons juste peaufiner ta déclaration. Frappe-les d'abord avec l'histoire personnelle. Ce qui t'est arrivé. Ensuite, élargis pour montrer le schéma. Termine avec la preuve financière qui relie tout. Elles passèrent l'heure suivante à organiser les preuves, à élaborer le récit. L'expérience journalistique de Chloé aida à structurer les révélations pour un impact maximal. Hélène ajouta des détails de son expérience policière, soulignant comment chaque pièce violait des politiques et des lois spécifiques. Tu sais qu'ils vont nous attaquer durement pour ça, dit finalement Hélène. Surtout toi, ils ont déjà montré qu'ils sont prêts à utiliser la violence. Chloé toucha son visage contusionné. Laisse-les essayer. Chaque attaque prouve juste que nous disons la vérité. D'ailleurs, elle réussit à sourire. J'ai un commandant de police qui me couvre maintenant. Hélène serra doucement la main de Chloé. Repose-toi, je ferai poster des uniformes de confiance devant ta porte ce soir. Plus tard dans la soirée, Hélène se tenait devant le miroir de sa salle de bain, des fiches à la main. Le discours qu'elles avaient préparé semblait lourd de vérité et de conséquences. Elle étudia son reflet, les ombres sous ses yeux, les nouvelles rides de stress autour de sa bouche, l'acier dans son regard. Mon nom est le commandant Hélène Chevalier. S'entraîna-t-elle, sa voix stable. Il y a 2 semaines, j'ai été faussement arrêtée en faisant du shopping au centre commercial Westfield. Mais il ne s'agit pas seulement d'un incident de profilage racial. Il s'agit d'une entreprise criminelle systématique opérant dans notre ville. Elle marqua une pause, se souvenant des chants des manifestants, du courage de Léa, de la détermination de Chloé malgré ses blessures. Le poids de leur confiance pesait sur ses épaules. Ça s'arrête maintenant, dit-elle à son reflet. Tout ça.
Elle prépara son tailleur pour jeudi. Son blazer le plus élégant. Un pantalon repassé, des chaussures cirées, sa plaque de commandant, qu'elle n'avait pas portée depuis la suspension, captait la lumière sur sa commode. Elle la ramassa, sentant son poids familier. Tout dépendait de jeudi soir. Les preuves étaient solides, les témoins étaient prêts, la scène était prête. Elle devait juste se lever et dire la vérité. Hélène retourna au miroir, redressant les épaules. Mon nom est le commandant Hélène Chevalier. Commença-t-elle de nouveau, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Les couloirs de marbre de l'hôtel de ville résonnaient de pas et de conversations chuchotées. Les équipes de télévision se bousculaient pour une position près des portes de la salle du conseil. À l'intérieur, chaque siège était occupé, des gens debout le long des murs et débordant dans le couloir. Hélène marqua une pause à l'entrée. Son cœur battant, le dossier de preuves semblait lourd dans ses mains. Elle repéra des visages familiers. Chloé au fond, son bras toujours dans le plâtre. Léa avec son téléphone prêt à enregistrer. Des militants communautaires portant des t-shirts « Justice pour Chevalier ». Personne ne la remarqua au début. Elle était habillée en civil. Sa plaque épinglée à l'intérieur de son blazer. Près du front, le lieutenant Dubois était affalé sur sa chaise, parlant et riant avec Charles Giraud, le PDG du centre. Leur arrogance confortable lui retournait l'estomac. Le maire de Paris était assis au centre de l'estrade surélevée du conseil, épongeant son front avec un mouchoir. Ses yeux allaient et venaient entre son téléphone et la foule. Les autres membres du conseil s'agitaient sur leur siège, visiblement conscients de la tension qui remplissait la pièce. Hélène prit sa place dans la file derrière d'autres citoyens attendant de parler. Chaque personne avait 3 minutes à la tribune. Elle regarda l'horloge, sachant que sa vidéo allait être diffusée d'un moment à l'autre. Une agitation parcourut la foule. Les téléphones s'allumèrent dans toute la salle. Les gens se donnaient des coups de coude, montrant leurs écrans. Le rire de Dubois s'arrêta net alors qu'il le remarquait. Les images non montées de son arrestation étaient en ligne. Le maire se racla la gorge. Orateur suivant, s'il vous plaît. Hélène s'avança vers la tribune. Maintenant, les têtes se tournèrent. Les chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. Dubois se redressa, son sourire narquois vacillant. Mon nom est le commandant Hélène Chevalier. Sa voix porta, claire et forte à travers le microphone. Il y a 2 semaines, j'ai été faussement arrêté en faisant du shopping au centre commercial Westfield. Mais il ne s'agit pas seulement d'un incident de profilage racial. Elle posa son dossier de preuve, étalant des documents sur la tribune. Il s'agit d'une entreprise criminelle systématique opérant dans notre ville. Une entreprise qui cible des citoyens pour des arrestations, les force à accepter des arrangements et profite de leurs amendes. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Les flashs des appareils photo illuminèrent la pièce. J'ai ici des communications internes entre les dirigeants du centre et des officiers de police. Elle brandit le premier document. Ils discutent de quotas d'arrestation ciblant des données démographiques spécifiques. J'ai des archives financières montrant des paiements de la société mère du centre à Horizon Service. Giraud, le PDG, sortit son téléphone, tapant frénétiquement. Le maire tenta d'interrompre. Commandant Chevalier, ce forum est pour les préoccupations de la communauté, pas pour des accusations infondées. Ces accusations sont entièrement documentées, continua Hélène, sa voix s'élevant, y compris des emails entre le lieutenant Luc Dubois et le juge Harrison discutant de la manière d'accélérer les. Elle se tourna pour faire face directement à Dubois. Le même lieutenant Dubois qui m'a faussement arrêté, puis a déposé un rapport frauduleux prétendant que je l'avais agressé. Le visage de Dubois était devenu rouge. Il se leva à moitié de son siège. Mais Giraud attrapa son bras, chuchotant avec urgence. Quand j'ai commencé à enquêter sur ce système, j'ai été suspendu. Une journaliste qui m'aidait a été attaquée par un policier. Mais ils ont fait une erreur. Hélène brandit une clé USB. L'officier qui l'a attaqué a accidentellement téléchargé des preuves prouvant tout ce que je dis. La foule était maintenant pleinement engagée. Enregistrant chaque mot, certaines personnes postaient déjà des mises à jour en direct. Les téléphones continuaient de vibrer avec des notifications alors que l'histoire se propageait. Ce système a détruit des vies, dit Hélène. Des centaines de citoyens innocents poussés à plaider coupables, forcés de payer des frais qu'ils ne peuvent pas se permettre, piégés dans un cycle de dette et de surveillance. Tout ça pour le profit d'une société privée et de ses co-conspirateurs. Elle regarda directement le conseil. Vous avez tous vu la vidéo maintenant. C'est comme ça que ça commence. Mais j'ai des déclarations de dizaines de victimes. J'ai la preuve de pots de vin à des fonctionnaires de la ville. Ça suffit. Explosa Dubois de son siège. Il se précipita vers la tribune, la main se déplaçant vers son arme. Vous êtes en état d'arrestation pour diffamation et interférence avec une enquête. La foule se leva d'un bond. Mais avant que Dubois ne puisse l'atteindre, 2 policiers en uniforme se mirent sur son chemin. Hélène les reconnut, les officiers Lefebvre et Da Silva de son commissariat. Halte là, Dubois, dit fermement Lefebvre. Vous n'arrêtez personne. Dégagez de mon chemin. Dubois essaya de les bousculer. C'est un ordre. Nous ne recevons pas d'ordre de vous, répondit Da Silva. D'autres officiers émergèrent de la foule, formant une ligne de protection entre Dubois et Hélène. La salle éclata. Les gens sautèrent sur leurs pieds, les téléphones enregistrant tout.
Un chant commença au fond. Justice, justice, se propageant jusqu'à remplir la pièce. Dubois recula, son visage tordu de rage et d'incrédulité. Le PDG du centre s'était déjà glissé vers la sortie. Le maire frappait désespérément son maillet, essayant de rétablir l'ordre, mais le chant ne faisait que s'amplifier. Justice, justice, justice. Hélène se tenait à la tribune, entourée de ses collègues officiers, regardant la vérité qu'elle s'était battue si durement pour exposer éclater enfin au grand jour. La salle du conseil sombra dans le chaos. Les équipes de télévision se bousculaient. Les microphones s'étendaient comme des lances. Les flashs transformaient la pièce en une lumière stroboscopique d'ombre et de lumière. Le chant de « Justice » rebondissait sur les murs de marbre. Devenant un rugissement tonitruant, Hélène resta stable à la tribune, ses mains ne tremblant plus. Elle avait porté ce poids pendant des semaines. La peur, la colère, la trahison. Maintenant, en regardant tout s'effondrer, elle se sentait étrangement calme. La procureure de la République, Anne Richard, se fraya un chemin à travers la foule. Le visage déterminé, elle était assise tranquillement au fond, écoutant tout. Maintenant, elle passait aux choses sérieuses. Commandant Chevalier, appela Richard par-dessus le bruit. J'ai besoin de ces documents. De tous, maintenant. Hélène rassembla soigneusement son dossier de preuves, s'assurant que chaque papier était en place. Les archives financières que Chloé avait récupérées du téléphone de son agresseur. Les mémos internes, les témoignages des victimes. 2 semaines de sa vie, compressés dans du carton et du papier. Tout est là, dit Hélène en tendant le dossier. La piste de l'argent remonte à 3 ans. Des paiements de sociétés écrans appartenant à la société mère du centre. Acheminés via des comptes offshore pour atterrir dans la fondation privée du juge Harrison. Des paiements similaires à Horizon Service, qui appartient au beau-frère du conseiller municipal Peters. Richard feuilleta les documents, ses yeux s'écarquillant. C'est complet. Elle sortit son téléphone, envoyant des SMS rapides. J'appelle mon équipe, personne ne quitte cette pièce. Le maire essayait toujours de rétablir l'ordre, mais les coups de son maillet étaient noyés par la foule. Plusieurs membres du conseil s'étaient déjà éclipsés par la porte latérale. D'autres restaient assis, figés, le visage blême, se demandant probablement si leur nom figurait dans ce dossier. Dubois arpentait près du mur comme un animal en cage. Les autres officiers lui barrant toujours le chemin vers Hélène. Sa main tressaillait constamment vers son étui vide. Lefebvre l'avait discrètement convaincu de lui remettre son arme quelques minutes plus tôt. Tout ça, c'est des mensonges, cria Dubois. Sa voix se brisant. Elle invente tout. Elle essaie de détruire tout ce que nous avons construit. Il se rattrapa trop tard. Tout ce que vous avez construit ? Richard se tourna brusquement vers lui. Et qu'avez-vous construit exactement, lieutenant Dubois ? D'autres enquêteurs arrivèrent, affluant dans la salle comme une marée de costumes sombres et de plaques. Ils se déplaçaient avec une efficacité rodée, sécurisant les sorties, collectant les téléphones, prenant les noms. Charles Giraud, le PDG du centre, tenta de se fondre dans un groupe se dirigeant vers la porte. Une enquêtrice se mit sur son chemin. « Monsieur Giraud, nous aurons besoin que vous restiez. »« J'ai une réunion urgente, » commença Giraud. « Oui, le coupa l'enquêtrice. Vous en avez une, avec nous. » Près de la tribune, l'officier da Silva s'approcha de Dubois, tenant des menottes. La vue sembla briser quelque chose en Dubois. Son visage se tordit de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça, » gronda-t-il. « Je suis l'un des vôtres. 20 ans dans la police. Vous allez vraiment prendre son parti ? Retournez-vous, Luc, dit da Silva calmement. N'aggravez pas les choses. » Pendant un instant, il sembla que Dubois allait se battre. Ses muscles se tendirent, ses yeux allant et venant entre les officiers qui l'entouraient. Puis ses épaules s'affaissèrent. Le combat le quitta d'un coup. Alors que da Silva le menottait, lui lisant ses droits, Dubois garda ses yeux fixés sur Hélène. La haine dans son regard était un pur poison. Mais Hélène ne détourna pas les yeux. Elle avait passé trop de temps à détourner le regard des vérités laides. Le maire avait finalement renoncé à son maillet. Il se leva, redressant sa cravate, essayant de projeter une autorité qu'il ne possédait plus. À la lumière de ces allégations, annonça-t-il, j'appelle à une enquête indépendante immédiate sur toutes les questions soulevées ici ce soir. La ville coopérera pleinement. C'est l'État qui prend en charge cette enquête. L'interrompit Richard. Votre coopération n'est pas facultative. Monsieur le maire, elle est requise par la loi. La foule était passée du chant au tournage de tout sur leur téléphone. L'histoire explosait déjà sur les médias sociaux. Les journalistes faisaient des directs de chaque coin de la salle. Hélène regarda Dubois se faire emmener, suivi de Giraud et de plusieurs membres du conseil visiblement nerveux. Les enquêteurs scellaient des bureaux, confisquaient des ordinateurs, marquaient des preuves. Le système contre lequel elle s'était battue était en train d'être démantelé. Pièce par pièce, juste sous ses yeux, l'officier Lefebvre lui toucha doucement le bras. « Commandant, une foule se rassemble dehors. Ils veulent vous entendre. » Hélène hocha la tête, soudainement épuisée. L'adrénaline retombait, la laissant vider, mais elle savait qu'il lui restait une chose à faire. Elle traversa la salle, acceptant les poignées de main et les tapes dans le dos d'inconnu. Chloé croisa son regard de l'autre côté de la pièce, lui faisant un pouce levé avec son bras valide. Léa téléchargeait déjà ses séquences vidéo.
Souriant triomphalement, les lourdes portes de l'hôtel de ville s'ouvrirent sur une nuit chaude. Les marches étaient bondées de manifestants, leurs pancartes illuminées par les lampadaires et les écrans de téléphone. Alors qu'Hélène émergeait, une acclamation s'éleva qui sembla secouer les fondations même du bâtiment. « Chevalier, chevalier !» Elle se tint en haut des marches, regardant la mer de visages. Noirs, blancs, jeunes, vieux, tous unis pour exiger le changement. Certains pleuraient, d'autres étreignaient de parfaits inconnus. Des parents soulevaient leurs enfants sur leurs épaules pour mieux voir. Pour la première fois depuis des semaines, Hélène sentit le poids écrasant commencer à se soulever de ses épaules. Elle avait porté seule le fardeau de ce combat pendant si longtemps. Mais elle n'était plus seule. La vérité était sortie, la justice arrivait, l'air frais de la nuit était comme la liberté sur sa peau. 3 jours plus tard, le centre commercial Westfield ressemblait à un fantôme de ce qu'il était. L'agitation habituelle du samedi avait été remplacée par un calme étrange, rompu seulement par l'écho des pas sur les sols polis. Du ruban de police jaune barrait les entrées de plusieurs magasins, leurs vitrines sombres et fermées. Sous scellés, Hélène traversa le couloir principal, ses talons claquant sur le carrelage. Elle portait son uniforme de commandant aujourd'hui, non par obligation, mais comme une déclaration. Cette fois, il n'y aurait aucune erreur sur qui elle était. Les quelques magasins ouverts avaient plus d'employés que de clients. De nombreuses boutiques étaient temporairement fermées, leurs propriétaires pris dans l'enquête qui s'élargissait. L'aire de restauration, habituellement bondée le week-end, était à moitié vide. Des panneaux sur les vitrines annonçaient « Sous nouvelle direction » ou « Fermé temporairement pour examen ». Une jeune mère poussant une poussette reconnut Hélène, affichant un large sourire. « Commandant Chevalier, merci, merci pour tout ce que vous avez fait. » Hélène hocha la tête, touchée par la chaleur dans la voix de la femme. Plus de gens la remarquèrent, commençant à se rassembler. Un homme âgé tendit la main pour la lui serrer. « Mon petit-fils était l'un d'eux, » dit-il calmement. Ils l'ont eu sur une fausse accusation l'année dernière. L'ont forcé à accepter cet arrangement. Maintenant, son cas est en cours de révision, grâce à vous. J'en suis heureuse, répondit Hélène en lui serrant la main. C'est exactement pour ça que nous nous sommes battus. Une petite foule s'était formée, la suivant à une distance respectueuse. Certains applaudissaient doucement, d'autres voulaient juste être près d'elle pour exprimer leur gratitude d'un hochement de tête ou d'un sourire. Les agents de sécurité, de nouveaux embauchés après le licenciement de toute l'équipe précédente, se redressèrent et la saluèrent à son passage. Près de la fontaine, un groupe d'adolescentes chuchotait avec enthousiasme. La montrant du doigt, l'une d'elles se détacha du groupe, s'approchant nerveusement. « Commandant, voudriez-vous prendre une photo avec nous? Vous êtes comme notre héroïne maintenant. On a fait tout un exposé sur vous dans notre cours d'éducation civique. » Hélène posa avec les filles, leur excitation contagieuse, leur téléphone cliquetait et flashait. Elle se souvint d'avoir eu leur âge. À quel point cela aurait signifié de voir quelqu'un qui lui ressemblait tenir tête au pouvoir et gagner. Ne laissez jamais personne vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Leur dit-elle, défendez ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle aperçut Inès qui attendait près de la boutique, la même où tout avait commencé. Le visage de sa nièce s'illumina à l'approche d'Hélène. Tati Hélène, Inès se précipita pour une étreinte. C'est tellement bizarre d'être de retour ici. Bon bizarre ou mauvais bizarre? Bon bizarre, vraiment bon bizarre. Inès fit un geste vers le magasin. Ils ont une toute nouvelle équipe. La gérante qui a appelé les flics sur toi? Elle fait aussi l'objet d'une enquête. Il s'avère qu'elle recevait des pots de vin pour cibler les clients. À l'intérieur de la boutique, l'atmosphère était complètement différente. Le nouveau personnel les accueillit chaleureusement, presque avec révérence. La jeune caissière pouvait à peine contenir son excitation. « Commandant Chevalier, c'est un tel honneur. S'il vous plaît, dites-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Hélène et Inès parcoururent la section des bijoux, pouvant enfin faire leurs achats en paix. Les mêmes présentoirs qui avaient conduit à l'arrestation d'Hélène scintillaient maintenant innocemment sous les lumières. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a fallu 3 semaines juste pour t'acheter un cadeau d'anniversaire. » dit Hélène en examinant un délicat collier en argent. « Mais ça valait la peine d'attendre. » Inès toucha le bras de sa tante. « Ce que tu as fait, ça a changé les choses. Vraiment changé les choses. Les jeunes à l'école me regardent différemment maintenant. Ils veulent savoir ce que ça fait d'avoir une super-héroïne pour tante. » Hélène rit. « Je ne suis pas une super-héroïne. Chérie, juste quelqu'un qui en avait marre de se faire marcher sur les pieds. C'est ça qui fait de toi une héroïne. Pourtant, tu avais peur, mais tu l'as fait quand même. » Elles choisirent un magnifique pendentif, des ailes d'argent se déployant en vol, alors qu'elle s'approchait de la caisse. D'autres clients reculèrent, insistant pour qu'elle passe en premier. La caissière emballa soigneusement leur achat, ajoutant une deuxième petite boîte. « C'est un cadeau de notre part, » expliqua-t-elle, pour nous excuser pour tout. Hélène commença à protester, mais l'expression sincère de la jeune fille l'arrêta. « Merci, c'est très gentil. » Plus de gens s'étaient rassemblés devant le magasin, formant une ligne de réception impromptue. Une femme âgée pressa des biscuits dans les mains d'Hélène. Un homme en costume s'arrêta pour la remercier d'avoir exposé la corruption. Des parents la montraient à leurs enfants, expliquant qui elle était. « Tu vois, c'est le commandant de police qui a tenu tête aux méchants. »
En se dirigeant vers la sortie, la foule s'agrandit. Quelqu'un commença à applaudir. Le son se propagea, remplissant le centre commercial d'applaudissements. Hélène sentit Inès lui serrer la main. La sécurité leur tint les portes ouvertes à leur approche. Dehors, le soleil de fin d'après-midi peignait le ciel de nuances d'orange et de rose. Les applaudissements les suivirent jusqu'au parking. Inès serra son sac de course. Souriant, on se croirait à la fin d'un film ou quelque chose comme ça. Hélène sourit, pensant à tout ce qui s'était passé. La peur, la colère, la trahison, mais aussi le courage, la solidarité, la victoire. Elle pensa à Chloé qui se remettait mais travaillait déjà sur sa prochaine histoire. À Léa, dont la vidéo avait contribué à déclencher un mouvement. À toutes les personnes dont la vie avait été touchée par ce combat. Tu sais quoi, ma belle ? Hélène serra l'épaule de sa nièce. Elle garda sa voix basse. Destinée uniquement à Inès. Ce combat n'est pas terminé. Mais aujourd'hui, nous avons gagné. Le soleil couchant attrapa les ailes d'argent du nouveau collier d'Inès, les faisant scintiller comme un espoir prenant son envol.